J'ai commencé dans le syndicalisme tout à fait par hasard. J'avais pour fâcheuse habitude de défendre les gens avant de me syndiquer. Et puis je les ai tellement défendus qu'un jour je me suis retrouvé sur la sellette et là j'ai été approché par FO. J'ai toujours pensé que le contrat de travail individuel n'avait aucune valeur puisqu'on est face à un patron qui est beaucoup plus puissant que nous si on ne s'unit pas. Et le syndicat, ça sert justement à s'unir, à se rassembler. Je suis arrivé aussi par hasard. On arrive souvent quand on a un problème en fait. Dès qu'on a un problème, et c'est là on s'aperçoit qu'il y a des syndicats. J'étais cadre dans une grande entreprise et quand je me suis rendu compte de ce qui s'y passait, et quand on commence un petit peu à regarder vraiment hors des discours officiels, je me suis dit bon, je finis ma carrière comme ça, ou un jour je me regarde dans la glace. Ce qui est regrettable, c'est que l'image que le citoyen lambda a des syndicats, ce sont des emmerdeurs qui empêchent de circuler les voitures parce qu'ils font des manifs. En fait, c'est pas du tout ça qu'on fait. On essaye de faire avancer les choses, d'acquérir de nouveaux droits pour les salariés, pour que la vie soit plus belle pour eux. En 1884, la loi reconnaît la validité des syndicats. Nos frères ouvriers travaillent plus activement que nous à l'amélioration de leur situation. Avons-nous moins besoin qu'eux d'émancipation et d'affranchissement ? Employés et ouvriers ont compris que leurs intérêts sont identiques, qu'ils doivent combiner leurs efforts dans une action commune. Aussi sont-ils unanimes à réclamer aujourd'hui pour notre corporation le bénéfice de toutes les lois faites ou à faire en faveur du travail. Employés, sortez de cet isolement et venez vous grouper autour de la chambre syndicale. Le 15 juillet 1893, c'est le congrès fondateur de la Fédération nationale des employés. Faut quand même pas oublier qu'on a des arrière-grands-parents qui sont morts sur des barricades pour nous gagner ce qu'on a aujourd'hui. Depuis 120 ans, la Fédération des employés et cadres a réalisé pour vous le repos hebdomadaire. Considérant que, au point de vue physique, le confinement hebdomadaire des employés dans les ateliers, magasins ou bureaux les met dans l'obligation d'aller respirer périodiquement loin des villes l'air pur dont ils sont privés toute la semaine. Considérant que la privation du repos entraîne une dégénérescence tant physique que morale, en empêchant la pratique de la vie sociale et intellectuelle, le Congrès émet le vœu qu'une loi soit votée en faveur du repos hebdomadaire. Août 1897, 4e Congrès national des employés. Camarades, le Congrès décide de l'organisation d'une manifestation générale. Il faut créer le mouvement général de tous les travailleurs. Il faut s'unir entre syndicats pour peser sur les pouvoirs publics de toute la puissance du nombre. Relevons la condition de l'employé. Unifions l'action prolétarienne. Fusion, disparition des classes. Égalité. Égalité avec les autres salariés. Votez le
repos du dimanche. Le livre 2 du Code du travail déclare, article 31, il est interdit d'occuper plus de 6 jours par semaine un même ouvrier ou employé. Article 32, le repos hebdomadaire doit avoir une durée minima de 24 heures consécutives. Article 33, le repos hebdomadaire doit être fixé le dimanche. C'est le jour du repos hebdomadaire, ils ont voté nos braves députés, c'est jour de liberté, il faut en profiter pour vivre à les faire, soit du canot, soit du vélo, c'est le jour du repos. Il semble qu'il y ait un consensus pour ébranler un peu plus encore la notion si longtemps sacro-sainte du repos hebdomadaire le dimanche. Le repos obligatoire du dimanche se fendille chaque week-end. Au mépris de la loi, et à défaut d'obtenir des dérogations, parfois dignes de Courteline, et curieusement accordées selon les départements, certaines grandes surfaces préfèrent supporter de très lourdes amendes plutôt que de faire coïncider repos hebdomadaire et fermeture dominicale. Le client, il a le droit d'aller dans les magasins le dimanche, il a le droit d'aller faire ses courses à n'importe quel moment de la journée. En fait, on nous oppose toujours que c'est le droit du client. On ne doit pas s'opposer au droit du client. Mais quels sont les droits des salariés qu'on oblige à travailler? On a l'impression qu'il y a vraiment un lobbying qui est fait par les entreprises pour casser le Code du travail en France et permettre d'avoir des salariés qui soient corvéables à souhait, qu'on puisse faire travailler à n'importe quel moment. Les gens, ils veulent travailler parce que ça leur rapporte un petit peu plus de leur salaire qui reste minable. Le volontariat, c'est une nécessité économique. C'est pas du tout un vrai volontariat. Non, j'ai pas le choix de travailler le dimanche, bien sûr que non, parce que après il y a la menace de si vous prenez tous vos dimanches, on va embaucher quelqu'un. Le jour où vous prenez votre dimanche, vous êtes pénalisé. Si demain on banalise le travail le dimanche, faut pas croire un seul instant que les salariés qui travailleront le dimanche gagneront plus. Une fois qu'il sera banalisé, ce sera comme un autre jour. La guerre contre le travail dominical a été déclarée par le syndicat Force ouvrière. Il demande le respect de la loi de 2009 qui autorise seulement quelques boutiques à ouvrir le dimanche. Il y a une véritable attente pour la défense du repos dominical, parce que c'est seul le repos commun. Aujourd'hui, nouvel épisode devant les tribunaux. Bricorama contre Force ouvrière. L'enseigne a écopé d'une grosse amende pour avoir ouvert ses magasins, et ce malgré l'interdiction. Le PDG de Bricorama vient d'être condamné. Il ne pourra plus ouvrir ses magasins le dimanche. C'est un combat de tous les jours. Des victoires qu'on croit ne pas avoir d'importance et qui pourtant aident beaucoup à la vie des salariés dans l'entreprise. L'histoire de la FEC, c'est ça. C'est le courage d'individus qui ont été capables d'aller jusqu'au bout pour arriver à faire cesser des pratiques qui ne sont pas acceptables pour des syndicalistes que nous sommes. Les militants de la Fédération des employés et cadres sont à l'origine des conquêtes ouvrières telles que la sécurité sociale. La Sécu, elle se confond avec l'histoire ouvrière, avec les mutualistes, avec les ouvriers qui se fédèrent, qui rentrent en résistance par rapport au patronat. Ils se sont d'abord syndiqués et après ils se sont dit mais il n'y a pas seulement l'employeur contre lequel il faut se défendre, il y a aussi qu'on a intérêt à se protéger parce que la maladie nous guette, le chômage existe, un jour on sera en retraite. Et les mêmes voilà, se sont dit il faut créer quelque chose qui fasse qu'on soit tous solidaires dans l'adversité. Toute l'histoire de la Sécu, elle se confond avec l'histoire de nos convictions. La guerre s'allume. L'Europe s'enflamme. Durant l'occupation, les militants syndicalistes se retrouveront dans la résistance.
Le Conseil national de la résistance avait dans son programme prévu qu'un tel plan devrait être mis en œuvre. Ce plan a été une œuvre collective. Il a été surtout le fait de tout un ensemble d'hommes et d'organisations, de militants syndicaux. Et la sécurité sociale, c'est nous qui l'avons mise en place. En 1945, c'est nous qui l'avons mise en place. Personne n'en voulait. Ni les salariés. Parce que, évidemment, on amputait une partie de leur salaire pour faire des cotisations. Ni les patrons. Georges Buisson, créateur des assurances sociales. Oreste Capocci, président des mutuelles ouvrières, animateur de la commission syndicale qui élabora pendant la clandestinité le plan français de sécurité sociale. Pour nous, la Sécu, c'est celle de 45, c'est-à-dire on cotise selon ses moyens et on bénéficie selon ses besoins. Chacun de nous, chaque salarié, prend une partie de son salaire pour le mettre dans une caisse commune et pour le répartir ensuite pour la solidarité. Mais si vous êtes malade, vous pouvez vous faire soigner, que vous soyez riche, pauvre ou peu importe, vous êtes soigné. Vous demanderez à l'hôpital la prescription, vous nous présenterez cette prescription avec le reçu et on vous remboursera. Merci, madame. Bon, maintenant j'ai autre chose à vous demander. C'était pour se couvrir sur les risques de maladie, de retraite, donc de vieillissement, et puis les allocations familiales. Hein. C'est vraiment la sécu de base. Ça relevait vraiment d'une générosité qui est admirable. Gonflez à fond vos poumons, ne respirez plus, respirez. C'est terminé. Bien qu'on nous dise qu'aujourd'hui c'est terminé, qu'à la Sécu on a des clients, on n'a plus des assurés sociaux, qu'à la CAF il y a des clients et non pas des allocataires, et la remise en cause aujourd'hui de tout ce système, c'est vrai que nous en tant que syndicalistes, on ne peut pas accepter un truc comme ça. Mes chers amis, quand nous défendons la sécurité sociale, c'est aussi la défense d'une certaine manière de voir la société. Une société reposant sur la solidarité des jeunes envers les vieux et des bien portants à l'égard des malades. Les organisations syndicales sont méfiantes, elles craignent visiblement que la réforme mette en danger les acquis de la protection sociale et aggrave les inégalités. Salariés, dans la rue. Le trou de la Sécu vient essentiellement des réductions de cotisations sociales faites aux employeurs et qu'il n'y a pas de compensation. Pour le responsable du syndicat en charge de l'assurance maladie, l'approche purement comptable du renflouement de la Sécu est absurde. Quand vous serez vous soigné en fin d'année, il n'y aura plus de sous, alors on ne vous soigne plus. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est l'inverse de la sécurité sociale. Le fait de manifester, ça montre aussi aux gens qu'en fait, on ne lâche pas, on s'accroche. Le jour où on perdra la sécurité sociale, je crois qu'on perdra un acquis que le monde entier nous enviait. Il faut vraiment se battre pour la garder, cette sécu. C'est aux salariés de se prendre en main et d'aller revendiquer. Et il y a le syndicalisme pour ça. Donc la Sécu et le syndicalisme sont une réponse conjointe. Et ça, c'est véritablement crucial en ce moment. Depuis 120 ans, la Fédération des employés et cadres se bat pour l'égalité des salaires féminins et masculins. Le thème de notre émission d'aujourd'hui, c'est l'égalité professionnelle des hommes et des femmes. Le traité de Rome, dans son article 119, prévoit l'application de ce principe était prévue pour le 31 décembre 1964. Nous sommes en 1967 et à travail égal, salaire égal, reste encore très souvent une revendication. Près de 30 ans après la loi Roudy, 10 ans après la loi Génisson, 5 ans après la loi du 23 mars 2006, les femmes gagnent aujourd'hui encore entre 25 et 27% de moins que leurs homologues masculins. Cela vient d'être dit et redit. Il devrait y avoir interdiction absolue de créer une discrimination. Et les outils existent dans le Code du travail, il suffit de faire respecter le Code du travail. On arrive à des accords qui sont des coquilles vides. On nous dit, on va faire un projet sur 3 ans et on va tendre à réduire l'écart de 2%.
Qu'est-ce que c'est cet accord? C'est pas un accord. Le Code du travail exige à travail égal, salaire égal. Exigeons travail égal, salaire égal. Moi, je regrette, c'est pas à négocier, c'est à appliquer. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les femmes souffrent-elles de discrimination? Pourquoi ne les paye-t-on pas aussi bien que les hommes? Enfin, il devrait quand même y avoir des raisons profondes. Je préférerais des hommes. Pour quelle raison? Au point de vue stabilité. Vous voyez, parmi les hommes que nous avons, c'est très rare quand il y a une défection, c'est très rare quand il y a une heure d'absence. Alors que les femmes, c'est pas pareil. La femme a un problème. Le mari est malade, c'est la femme qui manque. Le gosse est malade, c'est la femme qui manque. Il y a moins de stabilité. Leur diplôme est le même, mais surprise, pas leur rémunération, 200 € de moins que son collègue, près de 10% d'écart. Je suis voir le directeur de l'agence en lui demandant pourquoi. Et là, il est tombé des nues, il me dit « Mais voyons, bienvenue dans la vie active, vous allez partir en congé maternité comme toutes les femmes, voilà, va falloir vous remplacer, ça coûte cher, et ben, pour compenser ce coût, vos salaires sont moindres. » La journée terminée, les jeunes mamans rentrent chez elles. 6 heures du soir, au carrefour Chaussée-d'Antin. Les femmes, par essence, pour les patrons, sont toujours moins compétentes que les hommes. C'est normal, elles ont des enfants. Donc elles ne sont pas disponibles comme les hommes, qui, tout le monde sait, n'ont pas d'enfants. La paternité, c'est pas égal à la maternité. Tu t'assieds, je me fâche. Bon, on me l'a fait, hein. Ah, vous avez eu un enfant, dommage, on vous aurait bien vu cadre. Bah tiens, voyons, t'as qu'à croire. Donc tu choisis ton gosse ou un salaire. Pour notre père, nous avons considéré que c'était du racisme qu'on faisait envers les femmes. Moi, je disais toujours aux hommes, c'est de la ségrégation, nous sommes les Noirs américains. Vous ne voulez pas reconnaître que la femme peut avoir la même valeur que l'homme. C'est toujours, ou presque toujours, dans les seconds rôles que les femmes se trouvent cantonnées. Nous, on s'aperçoit chez nous, chez Bricorama, que la femme est toujours cantonnée en fait au même poste, c'est-à-dire filière caisse. Mais quand tu regardes, c'est là où les femmes sont le plus maltraitées, c'est dans l'habillement. Et tu vois que la femme doit correspondre à la cliente. Donc ça veut dire que la femme est complètement méprisée, n'est pas prise là pour ses compétences, son savoir-faire, mais uniquement sur son image, Donc elle ne sert qu'à ça. Ici, ces jeunes femmes apprennent à acquérir cette amabilité, cette impassibilité souriante qui font le charme de nos vendeuses parisiennes. Elles sont mignonnes, elles sont jolies, elles rentrent, elles commencent à être un peu fanées, elles sortent. Hein. Notre secteur est majoritairement féminin. Et majoritairement exploité, car majoritairement sous-payé, majoritairement précaire. Je me souviens, il y a quelques années, j'étais dans une entreprise où il y avait 80% de femmes et 20% d'hommes. Et lors de la commission de formation, j'avais demandé à ce que les femmes aient droit à la même formation, étant donné qu'il y avait 80% de femmes. Parce qu'on s'apercevait que les femmes étaient formées à la caisse et que les hommes étaient formés à des postes de direction. La vraie avancée, c'est qu'est-ce que l'on fait pour la formation. Les femmes ont moitié moins de formation que les hommes, ce qui justifie beaucoup moins de salaire, puisque c'est le chat qui se mord la queue. Pourquoi vous pensez que les femmes sont moins payées que les hommes? Alors là, ça, je pense que c'est pour un peu plus de profit pour le patron, voilà ce que je pense. Je me suis rendu compte que toute seule, je n'y arrivais pas pour me défendre moi-même, ce qui prouve bien qu'il faut être unis et se regrouper pour pouvoir se défendre. Et là, on se dit, mais finalement, on a des moyens de se défendre, on a de la liberté, autant l'utiliser.